Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Bon, je suis heureux et soulagé d'avoir lu cette étude. Je pense qu'elle va beaucoup apporter à l'evidence-based medicine, à la médecine basée sur les preuves, en termes de pratique au quotidien pour les psychiatres et pédopsychiatres qui voient des enfants. Là, on va parler d'enfants qui souffrent de TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, c'est-à-dire d'un trouble qui consiste à être particulièrement distrait et impulsif dans les situations où il n'y a pas de plaisir, où il y a du stress. Tout le monde est comme ça, mais les gens qui ont un TDAH encore plus que les autres, au point que ça leur crée un handicap, une souffrance qui est importante. Avec un défaut d'inhibition, une incapacité à inhiber un certain nombre de choses qui font justement qu'ils sont distraits et impulsifs. Ces enfants-là, il est rare qu'ils aient uniquement un TDAH. En général, ils ont d'autres troubles associés, c'est même plutôt la règle, c'est la majorité des patients qui ont des troubles associés. J'ai fait plusieurs conférences à ce sujet, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les regarder. Et un des troubles les plus fréquemment associés, c'est le trouble anxieux. Le fait d'avoir une propension au doute, à l'inquiétude, à la préoccupation particulièrement élevée. Et un des symptômes cardinaux du trouble anxieux quand il est sévère, c'est l'irritabilité, l'agacement. Et ça peut évoluer assez vite vers de la dépression, vers une symptomologie dépressive. Alors, dans le DSM, ils ont inventé un diagnostic tout pourri. Alors, c'est mon avis personnel, hein, là je vous dis qu'il est tout pourri, soyons clairs, les gens qui l'ont établi sont des gens 1000 fois plus compétents que moi. C'est mon avis personnel de petit psychiatre de campagne, voilà, donc vous m'excuserez. Voilà. Bon, je précise au moins que c'est mon avis, je précise que mon avis n'a finalement que très peu de valeur, mais ils ont, selon moi, inventé un diagnostic tout pourri, qui s'appelle le Severe Mood Dysregulation Disorder. Donc c'est un trouble qui consiste à avoir des problèmes émotionnels extrêmement intenses, extrêmement explosifs, extrêmement sévères. Bon, en gros, c'est des gamins déprimés et anxieux, quoi. Voilà. Pour faire simple. Mais comme la particularité de ce trouble, c'est quand même l'explosivité, l'irritabilité, et que c'est pas censé être au cœur du trouble anxieux et de la dépression, eh bien, ils ont sûrement décidé pour cette raison, je sais pas ce qui les a amenés à ça, mais bon, de créer cette entité diagnostique. Alors, cette entité diagnostique, selon moi, c'est quand même, ça ressemble surtout beaucoup à des enfants anxieux et ou déprimés, justement avec un TDAH. C'est mon avis personnel. Mais bon, en tout cas, dans cette étude, c'est ça, c'est ces enfants-là qui vont évaluer. Alors, comment ils vont évaluer les choses? Donc, en double aveugle, c'est-à-dire il y aura deux groupes, un groupe contrôle avec un placebo et un groupe avec le traitement. Ce sera en double aveugle, c'est-à-dire que les personnes qui prennent le médicament ne sauront pas qu'ils le prennent ou s'ils prennent le placebo, et les personnes qui vont évaluer ne sauront pas si la personne qu'ils évaluent, le patient, prend le traitement ou prend pas le traitement. Bon. Donc, ce qu'on appelle une étude randomisée, contrôlée en double aveugle. Bon. Il y a une première phase de l'étude où ils traitent en gros le TDAH comme d'hab, notamment avec du méthylphénidate. Et puis, il y a une deuxième phase de l'étude où ils vont prendre les patients donc, qui ont toujours cette irritabilité importante, hein, qui ont une irritabilité chronique, qui sont très explosives, très irritables, très colériques, etc. Et ils vont donc faire un bras placebo et un bras traitement par antidépresseur, en l'occurrence du citalopram. L'antidépresseur, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien la chaîne, que c'est un traitement qui traite essentiellement d'ailleurs le trouble anxieux, alors qui traite aussi évidemment la dépression, mais à mon avis plus par ricochet qu'autre chose, mais dont la principale qualité, le principal effet, c'est de diminuer l'envahissement émotionnel, notamment en faisant pousser un certain nombre de neurones dans l'amygdale et dans l'hippocampe. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, on a des études récentes à ce sujet qui sont passionnantes. Bon. Donc, ces enfants TDAH, plus Severe Mood Disorder, en gros anxieux et déprimés, mais avec une propension importante d'irritabilité et d'explosivité, eh bien, on veut savoir si ajouter du citalopram va leur permettre d'être moins irritables ou pas. D'accord ? Et donc, on va tester un groupe avec du citalopram, puis un groupe placebo, et on va voir au bout de plusieurs semaines, au bout de 8 semaines, si il y a une évolution dans la symptomatologie. Et voilà ce qu'on a comme résultat. Donc là, hop là, ici, donc c'est le point de départ, ok. Ici, c'est le temps qui passe, les 8 semaines, d'accord. Ici, c'est l'intensité de la symptomatologie. Et on voit que dans le groupe avec l'antidépresseur, citalopram, eh bien, les patients sont de moins en moins
irritables, ils ont une diminution de leur score, on pourrait dire, d'irritabilité, et donc ils vont mieux. Et comment dirais-je, graphique, c'est le pourcentage de patients répondant au traitement. Donc ça, c'est le temps qui passe, et ça, c'est le pourcentage de patients répondant au traitement. Et on voit que, toujours en bleu là, quand on prend le citalopram, eh bien, le groupe qui prend le citalopram recrute de plus en plus de personnes qui ont une réponse efficace au traitement. Donc, en gros, le traitement, effectivement, par citalopram est plus efficace que le placebo et pour un nombre de personnes important, pour plus de quasiment 40% des enfants bénéficiant du vrai médicament, donc du citalopram, sont moins irritables au bout de quelques semaines, alors que c'est presque rien, c'est presque à peine 10% dans le groupe placebo. Donc avec une vraie efficacité pour un nombre important d'enfants et d'adolescents, une vraie efficacité sur l'irritabilité. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Évidemment que oui, bon. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout, mais alors vraiment, mais pas du tout. C'est-à-dire que les praticiens font déjà ça depuis longtemps, il faut être clair. Il y a déjà des éléments dans la littérature pour laisser penser que c'est une très bonne idée. Cette étude-là, elle est quand même... Voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue, elle arrive au bon moment, avec une bonne méthodologie, elle apporte un plus, notamment dans cette trajectoire des patients qui au départ vont être pris en charge par un psychostimulant pour leur TDAH, en l'occurrence souvent du méthylphénidate, et puis ensuite vont être séparés entre groupe placebo et groupe citalopram. Je trouve que le design est intéressant, parce que c'est un design très vie réelle, très vie réelle. Et alors, c'est pas étonnant parce que donc nous on fait ça, les praticiens font ça depuis longtemps, on sait que ça fonctionne bien, mais c'est à la fois rassurant quand même de voir qu'on retrouve ça dans la littérature scientifique et dans des études qui sont vraiment bien menées et publiées dans des bons journaux. Donc c'est toujours positif, on est toujours content de voir que les pratiques sont confirmées par la recherche. Soyons clairs, les pratiques ne sortent pas du chapeau, elles ont une base scientifique, mais plus on renforce cette base scientifique, plus les praticiens sont contents, et puis plus c'est aussi une sécurité pour les parents de se dire que le docteur fait pas n'importe quoi. Donc oui, il y a évidemment beaucoup d'enfants qui bénéficient du méthylphénidate, et il y a aussi beaucoup d'enfants qui bénéficient du méthylphénidate plus d'un antidépresseur, notamment quand ils ont besoin, quand le méthylphénidate n'a pas été suffisant pour traiter la partie irritabilité, dysrégulation émotionnelle, trouble de la régulation émotionnelle, explosivité. Voilà. Et pourquoi je suis content de cet article, c'est que je vous dis, je vous répète à longueur de conférences et de vidéos, que le traitement du trouble anxieux, ça doit être une priorité. L'antidépresseur, c'est le traitement de référence du trouble anxieux. L'irritabilité et l'explosivité, c'est la conséquence d'un trouble anxieux et ou d'une dépression. Et c'est vraiment, selon moi, la priorité, avant même, selon moi, de traiter le TDAH. Il faut absolument s'assurer que l'enfant ne soit plus trop anxieux ou plus trop déprimé avant de mettre en place un traitement par méthylphénidate. Dans la littérature scientifique, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire comme ils ont fait eux, c'est-à-dire d'abord mettre du méthylphénidate. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, c'est tout à fait licite. La littérature ne dit pas qu'il faut commencer par l'un ou commencer par l'autre. On n'a pas d'obligation à ce sujet. Moi, je pense vraiment, et je le répète, que le trouble anxieux chez les enfants qui ont un TDAH, la dépression chez les enfants qui ont un TDAH, ça doit être quelque chose qui doit être screené, qui doit être évalué systématiquement dès le début de la prise en charge, dès la première seconde de la prise en charge, dès qu'on voit le patient, il faut se ruer sur cette symptomatologie-là, parce que de cette symptomatologie-là va dépendre beaucoup de choses sur la qualité de vie de l'enfant. Voilà. Et la qualité de vie aussi des parents, parce que l'irritabilité, c'est quand même un truc un peu costaud à vivre, quoi. C'est quand on a un ado ou un enfant à la maison qui est très irritable, voilà, bon courage. Bref, donc si ce genre de vidéo vous intéresse, vous devez vous abonner, ça me semble légitime. Enfin, faites ce que vous voulez, mais faites-le. À mon avis, faites-le. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ne me dites pas que cette vidéo n'est pas intéressante pour les gens que vous connaissez. Ne me dites pas que dans les personnes que vous connaissez, vous avez aucune famille, aucun enfant que vous connaissez qui souffre d'un TDAH ou d'un trouble anxieux. C'est les deux troubles les plus fréquents en psychiatrie de l'enfant. C'est en 1 le trouble anxieux, en 2 le TDAH. Et quand on a un TDAH, on a en plus souvent un trouble anxieux. Donc bon, on n'est pas en train de parler de 3 personnes dans le monde avec une maladie rarissime. On parle de troubles
psychiatriques ultra fréquents. Je vous rappelle que c'est 10 à 15% de troubles anxieux en population générale, et chez les enfants, c'est entre 5 et 10% de TDAH. C'est énorme, surtout dans nos sociétés complètement dingues, qui sont hyper anxiogènes, qui sont hyper favorables à la souffrance. Quand on a une biologie un peu TDAH, l'école, il y a plein de frustrations permanentes, d'attentes incompréhensibles, d'exigences incompréhensibles de la société envers nous. Et donc, les gens parmi nous qui sont le plus sujets au doute, à l'inquiétude, à la préoccupation, donc le plus sujets aux troubles anxieux, les gens parmi nous qui sont le plus sujets à l'impulsivité, à la distractibilité, et qui ont un défaut d'inhibition, et donc susceptibles à avoir un TDAH, ils souffrent plus que les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a des chiffres considérables de personnes qui souffrent pathologiquement de troubles anxieux et de dépression et de TDAH. Donc, partagez cette vidéo. C'est quand même important de savoir que tout ça, ça peut se soigner, qu'on a des données scientifiques à ce sujet. Voilà. Faites-vous aider par votre médecin traitant. Le médecin traitant, c'est le médecin de première ligne en France et c'est une très bonne chose. Ils ont une compétence extrêmement large, ils ont une surface de connaissances extraordinairement large. Leur corpus de connaissances est souvent bien plus large et plus volumineux que les médecins spécialistes. C'est vraiment les médecins de première ligne. Adressez-vous à votre médecin traitant. Si besoin, il vous réorientera. Mais adressez-vous à votre médecin traitant. En tout cas, participez à l'éducation populaire, participez au fait de partager les connaissances en partageant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne, en mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire. Il n'y a pas de honte à parler de psychiatrie et c'est tout l'objet de notre association des Fous de Normandie. Et on s'appelle Fous de Normandie pas pour rien parce qu'il n'y a pas de honte à tout ça. Et voilà, partagez. Je vous embrasse. Bye.